Est-ce que vous avez, dans vos souvenirs, un été particulièrement spécial? Des vacances qui ne ressemblaient pas aux autres vacances. Un souvenir tellement différent du reste qu'il est devenu une sorte d'île dans votre mémoire, et que vous vous demandez parfois si c'est bien vous qui avez vécu ça. Les jeux vidéo aussi peuvent donner cette impression. Parfois, on entre dans un univers, on vit des choses très fortes, et une fois ressorti, c'est le monde du dehors qui nous semble d'un coup étrange. On garde ce souvenir de quelque chose de fort qu'on a vécu, mais dont on ne sait pas comment le relier au reste. Et peu à peu, ce souvenir devient de plus en plus irréel. Si vous avez jamais eu ce genre d'expérience, ou au contraire si vous en avez eu plein et que vous en voulez encore, on vous offre aujourd'hui 2 vacances d'été, tout ce qu'il y a de plus spécial. 2 voyages dans des lieux inconnus, vers des personnages inconnus, mais qui bientôt ne le seront plus du tout. Vous êtes Kai, 16 ans, capitaine de l'équipe de natation. Vous êtes balèze en jardinage et vous faites super bien les avions en papier. Vous pensiez passer l'été à la piscine avec votre crush Lucia, mais non. Il a fallu que votre papy Nono, que vous avez jamais vu et qui répond même pas au courrier, décide de se mettre à mourir à ce moment-là. Vous vous retrouvez, bon gré mal gré, dans un rafio minable qui vous amène sur Mutazione. L'île où votre grand-père habite, celle où votre mère est née mais n'a jamais remis les pieds ensuite, et celle où une putain de météorite s'est écrasée il y a 80 piges, et dont les radiations ont peu à peu transformé les gens en saucisses, en chats ou en toutes sortes de choses. Sur la route, vous vous tapez toutes les vannes reloues de Grobert, qui est à peu près aussi content que vous d'être là. Et une fois débarqué, vous allez rapidement rencontrer tout le reste de Mutazione. Tung, l'employé de Grobert, qui mate des soap-opéras toute la journée et angoisse parce que son daron est dans le cosmos. Dennis, un scientifique fan de méditation qui aide Tung à résoudre ses angoisses. Claire, la maman de Tung, qui était la meilleure amie de votre maman en grandissant et qui tient maintenant le petit marché local. La grand-mère de Tung, elle est là aussi. Elle s'appelle Mori et elle tient le restaurant local. Elle est très pote avec Yoke, l'archiviste, qui est aussi très pote avec votre papy, mais il peut pas lui rendre visite parce qu'il se déplace en fauteuil et que votre compte papy habite en haut d'un arbre. Qui d'autre ? Il y a Spike, qui tient le bar du coin et a un crush sur Claire. Miyu, la chasseuse, qui joue dans le groupe local avec Spike et Tung, et qui vous rappellera dangereusement votre crush de la piscine. Bopek, qui aime la sauce piquante et s'entraîne à inventer des nœuds. Il s'entraîne aussi à la bande d'arcade avec la championne locale, Aileen, qui tient un salon de beauté, et qui va plaquer Grobert devant tout le monde. Un autre très bon pote à Bopek, c'est Gel A, une sorte de champignon fluo qui fabrique du savon pour tout le monde. Et à part ça, y a les saucisses, qui sont des enfoirés, les poings, qui sont sympas comme tout, quelques créatures plus ou moins identifiées, et... ah oui, votre papy aussi, qui va vous faire du chamanisme, mais ça c'est une autre histoire. Ambiance un peu plus relax dans la préfecture de Yamanashi. Vous êtes le petit Boku, 9 ans, et vos parents sont très occupés à préparer l'arrivée de leur 2e enfant. Alors ils vous envoient passer l'été en famille, c'est-à-dire chez les Sorano. Vous rencontrez donc tonton Yusaku, brave potier qui vous fabriquera des cerfs-volants. Mais aussi tante Kaoru, avec qui vous pourrez jouer aux devinettes chaque soir, et qui prendra tout un tas de photos. Et puis, vos 2 cousines. La plus grande, Moe, qui se prend des gros râteaux au collège alors qu'elle est sympa comme tout, et la plus petite, Shirabe, qui vous emmènera en visite à travers le bled. Au moment de partir, c'est son ruban que vous garderez entre vos mains, souvenir du jour où elle avait disparu pour aller cueillir des tournesols et vous les offrir, attachés en bouquet, grâce à ce même ruban. Les Sorano habitent dans le cul du monde, donc autant vous dire qu'à part la famille, vous croiserez à peu près personne. Il y aura le prêtre, et puis les 3 zonards du coin, le bully, le costaud et l'intello, et Saori, l'étudiante qui a trop regardé X-Files et qui campe dans la montagne pour trouver un truc mystère. Évidemment, Boku sera très intimidé par Saori car, pour être honnête, est-ce que ce serait un été digne de ce nom, sans un énorme crush irrationnel ?
Alors, quel est le rapport, vous allez nous dire? À part les vacances, à part les histoires de famille, à part le côté X-Files et les crushs dans tous les sens. Eh ben c'est très simple. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand on part à l'aventure dans sa propre famille. Quand on vit des expériences bouleversantes, alors que, concrètement, on était juste en train de faire du jardinage. Quand ce qui est le plus bizarre dans la vie, c'est pas qu'on file du jus de fruits à un loup fantôme, ou qu'un gros champignon nous apprenne des chants grégoriens, mais simplement le fait qu'on comprend que dalle à ce que Papy raconte. Le thème du jour, donc, c'est le mystère familier, l'aventure du quotidien. Quel souvenir cet été va-t-il imprimer en moi? Le jeu a même pas encore commencé, et déjà, beaucoup nous parlent de nostalgie. En fait, Boku no Natsu-Yasumi, c'est pas seulement l'histoire d'un enfant qui part en vacances. C'est aussi celle d'un adulte qui se les remémore. On sait donc une chose avant de commencer. Ces 31 jours vont marquer durablement la vie de celui qui les a vécus. Et pourtant, à première vue, on dirait qu'il s'y passe pas grand-chose. Dans Boku Natsu, on est en vacances. C'est tout. On profite paisiblement du temps. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais rien que l'on doit faire, si ce n'est manger, dormir, et ça. Le reste du temps, on peut discuter, regarder la télé, se promener, faire du cerf-volant, de la balançoire, aider à récolter le maïs, et pêcher à la mouche. On peut chasser les insectes, et organiser des batailles avec les gamins du coin. On peut arroser les fleurs et les voir s'épanouir peu à peu. On peut se démener pour accéder à des lieux inaccessibles, faire des nouvelles rencontres, et même affronter un certain nombre de mystères. Il y a en fait des centaines de petits événements qui peuvent se produire dans ce jeu. Très peu auront des conséquences tangibles sur son déroulement, mais tous auront un impact sur beaucoup. Et chaque soir, il choisira l'un d'entre eux pour le dessiner dans son journal. C'est l'un des rituels qui rythment le jeu et qui permettent de ressentir le passage du temps. On est certes libre, mais dans un cadre défini. On fait ce qu'on veut de notre journée, mais elle aura toujours une fin. Et on apprécie d'autant plus ces journées, ces vacances, cette enfance même. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, elles vont finir. Dans Boku Natsu, on part en vacances parce que notre mère est sur le point d'accoucher. Dans Mutationné, on part en vacances parce que notre grand-père est sur le point de mourir. Ces événements qui approchent donnent au temps une texture particulière, et à la liberté des vacances une sorte de gravité. Mais cette gravité n'est pas seulement une attente de ce qui vient, elle découle aussi du souvenir de ce qui a été, et plus étrangement, de tout un tas de moments qui n'ont pas pu être vécus. L'île de Mutationné, c'est celle où notre mère a vu le jour. Mais elle l'a quittée très jeune pour vivre une vie différente. Et c'est à cette autre vie que nous appartenons. C'est parce qu'elle est partie que nous sommes nés. Et pourtant, en arrivant dans cet endroit où on n'a jamais mis les pieds, parmi ces gens qu'on ne connaît pas, eh bien, on leur rappelle tellement cette proche disparue qu'on en vient presque à la remplacer. Le fait qu'on lui ressemble rappelle tristement cette histoire disparue qui aurait pu se produire si elle n'était jamais partie. Dans Boku Natsu aussi, on doit composer avec des souvenirs et des regrets qui ne sont pas les nôtres. Très tôt, quand on rejoint cette famille, on apprend que notre oncle et notre tante ont eu un fils et l'ont perdu prématurément. C'est une histoire déchirante, mais en fait elle nous est présentée de façon très triviale. Tout simplement, quand on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de vêtements pour le séjour, notre tante nous propose ceux de cet enfant disparu. Grâce à cette approche, cette partie de l'histoire ne prend jamais le pas sur le reste. Boku Natsu n'est pas un jeu sur le deuil. Mais comme beaucoup d'autres, cette expérience-là fait partie de l'existence. Et on en fait la découverte. On voit notre oncle s'inquiéter pour nous à cause du traumatisme qu'il porte, et on participe aux petits rituels par lesquels cette famille soigne son chagrin. Le fait qu'on hérite des vêtements de cet enfant, qui est tragiquement passé à côté des moments d'insouciance qu'on est en train de vivre, donne une valeur immense à chaque seconde. Cette histoire nous permet de mesurer combien la vie est fragile, et donc précieuse. C'est un sujet qui est aussi abordé dans Mutationné, à travers le traumatisme et la culpabilité qui rongent Miu depuis que son conjoint a inexplicablement incendié leur maison,
condamnant leurs 3 enfants avant de disparaître. Dans ce jeu, tous les personnages ont des souvenirs douloureux qui leur rappellent comme le temps est impitoyable. Et là où dans Bokunatsu on discutait parfois du spectre de la guerre, il y a ici aussi un traumatisme collectif qui rassemble les personnes. Il s'agit de cette météorite, le dragon lunaire, qui a fait de Mutazione une île, bouleversé son écosystème, décimé ses habitants et entraîné la mutation progressive et l'isolement des quelques personnes qui se sont aventurées dans le coin depuis. Cet événement, qui a fait d'eux une communauté, est donc aussi celui qui les a fait tels qu'ils sont aujourd'hui. En les séparant brutalement du monde, il les a aussi, peu à peu, rapprochés. Et ce qui était une catastrophe soudaine est devenu un simple détail, immobile et familier, dans le paysage de l'habitude. C'est le principal contraste qui apparaît dans Mutazione comme dans Bokunatsu. Celui qui sépare d'un côté la trivialité du quotidien, la répétition des jours, la lenteur des vacances, et de l'autre, cette évidence sans cesse rappelée. Le temps passe, quoi qu'il arrive, et tôt ou tard, il va détruire tout ce qu'on connaît. Il se manifeste à travers le deuil, à travers la nostalgie, mais aussi à travers la peur qui paralyse parfois les personnages et les empêche d'agir. Mutazione, mutation, c'est le nom d'un changement. Mais paradoxalement, l'univers de ce jeu semble avoir été figé depuis des décennies. C'est comme si le monde du dehors, celui dans lequel Kai a grandi, celui dans lequel sa mère est partie faire sa vie, avait été le seul à muter réellement, pendant que celui-ci restait comme pétrifié. C'est d'ailleurs notre arrivée, avec tous les souvenirs qu'elle fait ressurgir, toutes les habitudes qu'elle bouscule, et toutes les rencontres qu'elle permet, qui va enfin remettre en mouvement cette machine, et entraîner de nouvelles mutations. L'une des formes que prenait cette stagnation, c'est la répétition. Et l'une des images qui permettent d'en parler, c'est la télé. Dans Mutazione, comme dans Bokunatsu, on regarde la télé et on apprécie le format répétitif de ces programmes. Les répétitions et les variations, c'est ce qui permet, comme les petits rituels rythmant les jours et les années, d'apprivoiser le temps, de le voir transformer notre monde sans que tous nos repères ne s'évaporent. La répétition est rassurante parce qu'elle rend le temps familier. Mais elle met aussi en valeur tout ce qui change. La structure de Mutazione, d'ailleurs, est très inspirée du soap opéra, avec son format épisodique, ses nœuds relationnels, et le fait que chaque intrigue soit liée, que même si l'histoire progresse, elle ne peut jamais se terminer. Mais un autre aspect important du soap opéra, c'est la durée. On prend le temps de laisser le dialogue se construire. On donne de l'attention, même aux plus discrets des personnages, beaucoup plus que dans les autres formats télévisuels. Et c'est ce qui se passe dans ces deux jeux. Ils sont pas particulièrement longs, au contraire, mais ils donnent toujours l'impression de suivre un rythme naturel, progressif, et même lent. Racontées comme ça, toutes ces histoires de mutation, de deuil et de traumatisme peuvent donner l'impression que ces jeux sont très sombres. Mais pas du tout en fait. Ils sont avant tout très tendres et très lumineux. En fait, ils mêlent à merveille la gravité à la légèreté, les choses triviales aux choses exceptionnelles, les choses très familières aux choses monstrueuses. L'une des jolies idées qu'ils ont en commun, c'est que la spiritualité appartient au quotidien. Les rituels, les miracles, les choses les plus mystérieuses sont aussi les plus communes. On fait face, chaque jour, à des questions sans réponse. On vit, chaque jour, des aventures sans s'éloigner du chemin de la veille. Même le surnaturel fait partie de la vie. Dans beaucoup de fictions, et en particulier dans le jeu vidéo, on a tendance à distinguer le temps du récit, où vont se produire des événements exceptionnels changeant pour toujours la face du monde, et le reste. Le reste, c'est le quotidien, presque uniforme. C'est la normalité. Mais ni Mutazione, ni Bokunatsu ne font cette distinction-là, et les événements qu'ils explorent ne sont pas plus exceptionnels que d'autres. Quand notre oncle nous dit « Normalement, on ne devrait pas se faire cambrioler ce soir », eh ben, on se fait pas cambrioler. Les règles de type fusil de Tchekhov, selon lesquelles dans une fiction, tout ce qui pourrait exceptionnellement se produire doit se produire, elles ne s'appliquent pas ici. On veut justement montrer comment les jours normaux, ceux où le fusil de Tchekhov reste accroché au mur, sont aussi des jours importants, qu'ils valent la peine d'être racontés,
montrer, et même qu'ils sont ceux qui auront le plus d'impact sur les personnes qui les vivent. Il y a plusieurs fins possibles à Bokunatsu. Plusieurs directions très différentes que peut prendre la vie du personnage jouable. Pas parce qu'il va tout à coup lui arriver un truc de ouf, mais tout simplement parce qu'il est en train de se construire. Ses goûts, ses qualités, ses peurs, ses ambitions prennent forme maintenant, peu à peu, pendant l'enfance. Et donc, son destin dépend de la manière dont il occupe ses vacances d'été. Des activités aussi triviales que la chasse aux papillons décideront s'il se laisse enfermer par un quotidien morne et gris, s'il garde un lien particulier avec la nature et la campagne, s'il devient potier comme son oncle, ou s'il devient un écrivain avec une carrière internationale. Et là, c'est encore le moment où il faut que je vous parle d'une obsession à moi. Cette idée que la vocation d'artiste repose sur de banals souvenirs d'enfance, c'était le sujet de mon mémoire de lettres. Comme sur YouTube, j'avais choisi à l'époque une approche comparatiste, et je bossais donc sur 2 auteurs, Proust et Ramu. Mais c'est de Proust que je vais vous parler aujourd'hui, parce que ce qui se passe dans Boku no Natsuyasumi est en fait incroyablement proche de ce qui se passe dans À la recherche du temps perdu. L'épisode le plus célèbre de la recherche, celui de la Madeleine, est entré dans le langage courant. On parle de la Madeleine chaque fois qu'une sensation appelle un souvenir. Chaque fois qu'une connexion s'établit entre le monde matériel des sens et le monde abstrait de la mémoire. Dans le livre, cette Madeleine permet au héros de revivre, de recréer tout entier l'univers de son enfance. Ses lieux, ses personnages, ses sensations et ses pensées. Et cette scène de réminiscence est tout simplement le point de départ d'un flashback qui s'étendra sur 7 livres et plus de 3000 pages. C'est toute la vie du héros qui défilera devant nous. Depuis cette enfance cruciale où il s'était promis de devenir écrivain, jusqu'à sa maturité, cette période où il se rend compte qu'il a piteusement échoué. Il s'est laissé distraire par des poursuites sans importance et subjugué par des obsessions passagères. Sa vocation a été enterrée sous des milliers de pages de souvenirs, sous paragraphe après paragraphe de trucs qui n'étaient pas la littérature. Pourtant, le récit continue. On a déjà rattrapé et même dépassé l'époque à laquelle le héros avait goûté cette Madeleine et retrouvé intactes les sensations de son enfance. Mais on le suit encore. Pourquoi ? Parce que ce miracle va se reproduire. Dans le son d'une cuillère, dans le toucher d'une serviette, dans le sifflement d'une canalisation, dans un roman nul que sa mère lui lisait le soir, il continue de vivre de petites révélations, de plus en plus facilement. Il a débloqué quelque chose. Il a trouvé le moyen d'accéder à la valeur secrète de ses souvenirs. Et c'est cette même méthode, ce même secret, qui lui permettra tout de suite de commencer son œuvre d'écrivain. Parce que ce que la Madeleine de Proust a de si spécial, c'est qu'elle permet de transformer une expérience personnelle, que seul le héros connaît et dont tout le monde se fout complètement, en quelque chose d'universel que tout le monde pourra comprendre et ressentir. Que tout le monde, en fait, a déjà vécu. C'est le secret même de l'art qu'il a découvert par hasard et qui transformera tous les souvenirs de sa vie ratée, ces milliers de pages d'anecdotes, de digressions, de mondanités sans intérêt, en un véritable chef-d'œuvre. Et là vous allez me dire, super, mais c'est quoi le rapport ? Eh bien, Bokunatsu, comme la recherche, est un souvenir raconté par un personnage devenu écrivain. Et ce qui a permis à ce personnage de devenir écrivain, c'est précisément ce souvenir. Ce sont des sensations, des associations, des sentiments indescriptibles qui lui ont révélé le secret de l'art. Toutes les connexions qui sont établies dans Bokunatsu, comme dans Mutatsune d'ailleurs, entre le quotidien et le spirituel, les sens et les idées, le trivial et le sublime, c'est ni plus ni moins que ce secret-là. Si j'ai choisi ce sujet de mémoire à l'époque, c'est parce que j'étais fasciné par cette question. Comment on devient artiste ? Qu'est-ce que c'est que créer et comment ça s'apprend ? Et avant de chercher ces réponses dans la littérature, j'avais été les chercher au fin fond de la Nièvre, où je m'étais isolé pour suivre une formation de potier. Pour cette raison, je dois dire que j'étais vraiment très ambiancé en découvrant l'atelier de poterie dans Bokunatsu, et encore plus quand j'ai vu le tonton faire tourner son four.
L'artisanat, c'est pas quelque chose qu'on met beaucoup en valeur dans les jeux vidéo. Le craft est souvent une activité annexe et instantanée, et on s'intéresse beaucoup plus aux résultats qu'à la pratique en elle-même. Mais ici, on voit le métier de notre oncle s'insérer dans le temps long du quotidien. On le voit dans son atelier, puis un soir on le voit allumer son four, puis on voit la cuisson terminée le lendemain. Alors j'étais presque déçu que ce soit pas un de ces fours gigantesques qu'il faut parfois faire tourner plus d'une semaine. Parce que généralement, ces cuissons-là, ce sont des moments de rencontre, où plusieurs artisans viennent se relayer pour surveiller la cuisson. Et ça aurait été parfait pour continuer d'explorer les thématiques de la communauté, du care et de la répétition, qui sont partout dans ces jeux. C'est ça qui nous faisait arroser les fleurs pour les voir grandir chaque jour. Mais ce que nous a donné Bokunatsu, c'est déjà vraiment très bien. Montrer les gens travailler d'une manière qui soit pas aliénante, c'est magnifique. Et c'est aussi ce que fait Mutationné. En plus de montrer comment leur activité et leur savoir-faire leur permettent de participer au collectif, d'apporter quelque chose aux autres. Ces deux jeux montrent en fait comment le relatif isolement de la vie rurale rend les gens dépendants les uns des autres, et donc resserre les liens. Une autre chose très élégante qu'ils font, c'est rendre agréables des actions sans les récompenser. On va faire du jardinage parce que c'est sympa. On joue avec notre tante à deviner le menu du repas de ce soir parce que ça nous permet de discuter avec elle. On réalise des actions pour elle-même. C'est ce genre de choses qui fait que les gens deviennent potiers, alors que d'un point de vue purement pragmatique, une assiette sera plus vite fabriquée par une machine. Mais manger dans une assiette qu'on aime, c'est différent de juste manger. Et tourner, émailler, cuire une assiette, c'est différent de juste en acheter un pack de 6 à Ikea. Accorder de l'importance aux actions pour elles-mêmes, c'est un moyen de rendre chaque instant appréciable. Les jeux d'ailleurs sont faits pour ça. Au lieu de faire un vrai métier pour gagner de l'argent, je vais faire semblant, parce que l'argent, au fond, qui s'en fout. Ce qui compte, c'est l'activité, le temps que je passe à la réaliser. C'est une espèce de rituel qui ne change rien au monde matériel. Je n'ai pas fabriqué quelque chose, mais qui fait des trucs magiques dans notre tête. Il y a un certain nombre de rituels, religieux ou non, dans Bokunatsu, et peut-être encore plus dans Mutationné. Certains permettent de communiquer avec ce qui semble vraiment être des entités surnaturelles. Mais la plupart du temps, ils servent juste à mieux appréhender des choses quotidiennes. Et il est évident que tout le côté surnaturel est simplement une manière de représenter ces choses quotidiennes, telles qu'elles apparaissent dans nos rêves, et telles que notre esprit peut les transformer en pouvoirs insurmontables. La mort, la peur, le changement, la solitude, l'inconnu, sont autant de choses qu'on ne sait pas affronter naturellement, et contre lesquelles on n'a pas de solution matérielle et scientifique. Il faut trouver autre chose. Se promener parmi les personnages de ces jeux, c'est découvrir une à une les manières qu'ils ont trouvé de faire face. De s'isoler pour cultiver leurs secrets, d'apprivoiser un espace où leurs pensées s'apaiseront, d'avoir enfin le sentiment de n'être plus totalement impuissant face à la douleur. Jouer à Mutationné, jouer à Bokunatsu, c'est découvrir et partager ces lieux, ces moments et ces actions à travers lesquels se découvrent les croyances, les pensées et les affects de leurs personnages. Cette série de rencontres, c'est ce qui fait à la fois la cohésion du jeu et celle de la communauté. La communauté, c'est probablement ce qui est le plus important dans Mutationné. Mais c'est aussi un sujet central dans Bokunatsu. Quand on joue à ces deux jeux, on alterne toujours entre nos activités, souvent solitaires, et des échanges avec les autres. On prend du temps pour nous, on crée, on laisse notre imagination gambader, puis on partage nos découvertes. On est à la fois seul et très entouré. Loin de tout, mais amené à partager beaucoup de choses avec les autres. Et ça fait particulièrement sens dans Mutationné, puisqu'on est sur une île. C'est aussi la direction que prendra, non pas Boku no Natsuasumi, mais sa suite sur PS2, qui se passe sur une île et qui est le volet le plus apprécié de la série. Ce côté insulaire correspond parfaitement à son esprit, à cette démarche qui consiste à se couper du monde qu'on connaissait pour aller à la rencontre d'un tout petit univers, où la vie est en quelque sorte concentrée.
Il faut savoir que si Boku no Natsuya-sumi est jamais sorti en dehors du Japon, c'est pas du tout parce qu'il a bidé. Au contraire, c'est devenu une référence et il a eu tout un tas de suites. C'est d'ailleurs le même studio, Millennium Kitchen, et le même directeur, Kazayabe, qui appliqueront la même formule sur le jeu Crayon Shinchan, qui, cette fois, devrait avoir droit à sa sortie mondiale sur Switch. Ce succès a aussi permis à Kazayabe de développer pour Level 5 l'excellent Attack of the Friday Monsters. Non, la seule raison pour laquelle Boku no Natsuya-sumi est jamais sorti en dehors du Japon, c'est parce qu'il était perçu comme trop spécifiquement japonais. Il faisait appel à une certaine nostalgie, très particulière, avec pour objet un environnement et une expérience que les étrangers n'avaient probablement pas connus. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Le statut culte de ce jeu a dépassé les frontières. Même sans comprendre ses dialogues, des joueuses et des joueurs du monde entier ont vibé sur Boku Natsu. Il y a bien quelque chose dans cette œuvre qui peut toucher n'importe qui. Mais je trouve très intéressant que ces développeurs s'en soient pas aperçus tout de suite, et qu'ils se soient simplement dit « c'est un jeu régional ». Il va parler à très peu de gens, et leur rappeler un souvenir très spécifique. Mais pour ces gens, et pour ce souvenir, on va le faire. Mutazione est quasiment l'exemple inverse. C'est un effort international. Il porte un titre italien, mais a été développé par un studio danois avec un nom allemand, Die Gute Fabrik, une directrice anglaise et une équipe dispersée à travers toute l'Europe. Le délire semble aller encore plus loin avec leur prochain jeu, Salt Sea Chronicles, qui a été annoncé récemment. De ce qu'on a pu voir, ce jeu va tourner autour de la rencontre. Rencontre de différentes personnes, de différentes langues, de différentes façons de voir le monde. Mais Mutazione, c'était déjà l'histoire d'individus qui semblaient irrémédiablement différents, mais qui partagent en fait l'essentiel, et qui, pour cette raison, sont peu à peu devenus une communauté. Alors évidemment, l'Europe, ça reste une toute petite zone, qui a justement beaucoup trop tendance à imaginer que ses idées et ses expériences sont universelles. Mais il y a chez Die Gute Fabrik cette volonté assez rare dans le jeu vidéo de rassembler volontairement des personnes qui ont des vécus très différents et qui vivent dans des situations variées. C'est pas un hasard si l'unique offre de stage que le studio publie chaque année reçoit systématiquement des milliers de candidatures. On veut vivre ce genre de choses. Et si on s'est fait recal pour le stage, on peut encore les vivre, en jouant à Mutazione. L'un des aspects les plus forts de ce jeu, et l'un de ceux qui mettent le mieux en valeur cette association de voix différentes, c'est son sound design. Non seulement la musique du jeu est magnifique, et très variée, avec des motifs différents pour chaque jour, mais chaque personnage a aussi sa propre voix. Non pas que le jeu soit voicé, surtout pas. Les personnages ont juste des textures sonores. Elles n'évoquent même pas des voix, comme le gibberish à la Animal Crossing ou à la Moon. Elles sont plus matérielles que ça. Ce sont simplement des sonorités qui accompagnent leurs paroles et leur donnent une personnalité très forte. Elles donnent l'impression que toutes et tous existent différemment dans ce monde. Sont constitués de différentes matières. Habitent des corps, sans rapport les uns avec les autres, mais se rejoignent seulement par leurs émotions. Et parcourir les dialogues de ce jeu, c'est voir peu à peu tous ces instruments entrer en harmonie et composer un ensemble. Mais c'est loin de s'arrêter là. Ce qui constitue probablement la feature la plus originale de Mutazione, ce sont ses plantes musicales. Au fil du jeu, ces personnages vont vous offrir toutes sortes de graines, que vous pourrez ensuite utiliser dans n'importe lequel des nombreux lopins de terre disséminés à travers Mutazione pour créer des jardins. Et chaque plante, en s'épanouissant, produira son propre son. En composant votre jardin, donc, vous composerez une mélodie. C'est non seulement un jouet et un outil créatif incroyablement poétique, mais c'est aussi une feature centrale, puisque bien souvent, vous pourrez résoudre des situations en créant une texture sonore qui corresponde au sentiment d'un personnage donné. Voilà comment on agit sur le monde dans Mutazione. Ce sont les petits éléments épars que les personnages vous ont offerts individuellement qui, si vous les cultivez patiemment, et si vous les mettez en relation les uns avec les autres de façon créative, pourront réaliser cette magie-là. C'est une magnifique image de ce qu'est une communauté. De ce que c'est que de se soucier des autres. C'est un moyen incroyablement beau et évocateur de traduire en gameplay un processus complexe qui relève à la fois de l'émotion et du dialogue. D'une façon certes plus discrète,
Bokunatsu a lui aussi un sound design remarquable. La musique y est souvent absente, et vous aurez du mal à me croire si je vous dis que l'une des grosses influences de Kasayabe pour faire ce jeu, ce sont les rave parties auxquelles il se rendait chaque week-end en campant dans la montagne. Et c'est pourtant vrai. Mais il n'y a donc pas de musique. Quasiment pas. En revanche, les sons, et en particulier ceux de la nature, sont partout. Et ce qui est vraiment fort, c'est qu'ils sont différents sur chaque écran de jeu. Et il y a vraiment beaucoup d'écrans de jeu. Ce sont des variations parfois infimes, mais toujours réfléchies pour construire, avec les visuels, un environnement cohérent. Et ça suffit à accompagner notre promenade, à rendre cette nature vivante et variée. La symphonie des insectes et des feuillages compose ici un véritable écosystème. Découvrir la variété de ce monde des insectes, c'est une part importante de ce qui motive l'exploration dans Bokunatsu. Le système de collection d'insectes est étonnamment complexe et détaillé. Je dis étonnamment, mais c'est une connerie en fait, parce que à l'époque, au Japon, les jeux de capture d'insectes étaient hyper courants, ne serait-ce que sur PS1. Et ouais, tu pouvais pas te reposer sur l'attrait de la nouveauté. Il fallait faire ça sérieusement pour pas souffrir de la comparaison. En tout cas, Bokunatsu s'en sort à merveille. Et archiver des découvertes, les inhumer pour être sûr qu'elles ne nous quittent plus, ça colle parfaitement à l'esprit nostalgique qui sous-tend ce jeu-là. On est là pour créer des souvenirs. Et que ce soit à travers la collection, à travers le journal, à travers les photographies, sans que ça vienne parasiter l'impression de vivre dans le présent, c'est tout de même un motif récurrent, et c'est ce qui permet de créer, à partir de ces instants épars, un tout cohérent. Même si la démarche est assez introspective, ça reste un moyen de rassembler, de s'assurer qu'on reste proche de ses souvenirs, des personnes qu'on va bientôt quitter, de cette présence des insectes qui accompagnaient nos promenades. On voudrait garder tout ça, pour toujours, avec nous. On entrepose ces souvenirs-là, sous nos yeux, pour pouvoir tenter de les revivre. Dans Mutazione, ce besoin de créer et de maintenir une connexion est encore plus évident, parce que tout ce que l'on collectionne nous est offert par les autres. Certes, on trouve certaines graines par terre, mais les plus précieuses, on les reçoit. Et il en va de même pour les chants, les lettres, et même pour les informations et les souvenirs qu'on consigne dans notre carnet. Pas question, dans Mutazione, d'aller capturer des insectes innocents pour les tuer et les archiver. Ici, au contraire, on reçoit des graines apparemment inertes, et on en tire quelque chose de vivant. Mais ce qui fait germer ces plantes, entérine les souvenirs, ce qui crée les liens et les resserre, ce n'est pas l'archivage, c'est le passage du temps. Ce temps qui nous semblait au contraire nous éloigner des autres ou nous rapprocher du départ. Ce temps contre lequel on voudrait lutter en rendant les insectes éternels. C'est certes lui qui est responsable de toutes les disparitions, mais c'est aussi de lui que dépendent toutes les naissances. Mutazione et Bokunatsu explorent cet enchevêtrement de la vie et de la mort. Il y a le garçon qui court à travers les champs et celui qui n'a pas eu cette chance. Il y a le vieil homme qui fait ses adieux et l'enfant qui va naître. Dans Mutazione, alors que se précise le départ de notre grand-père, des intrigues se dénouent autour de l'enfant que porte Aylin et de la vie qui l'attend. Et alors que Tung et Grobert se disputent le rôle de père, Aylin le leur refuse, à tous les deux. Et il est finalement décidé que tout le monde participera à l'éducation de cet enfant. Alors que Mutazione perdait le vieux Nono, ce personnage qui avait eu le talent de rassembler la communauté, l'idée de cet enfant à naître prend le relais. Toute l'île se rassemble autour de ce projet, accompagner une nouvelle vie, partager les joies et les devoirs que cette aventure apportera. Avant Nono, il y avait eu l'énigmatique Mani. Après lui, il n'y a pas vraiment de successeur, mais cette sorte d'esprit commun, cette simple volonté de vivre et d'avancer ensemble. Le cycle se perpétue, ce sont ces répétitions, ces routines, cet inexorable passage du temps, destructeur et créateur, qui resserre cette communauté et les liens dissemblables qui la composent. Nous quittons cette île, qui n'a rien perdu de son mystère, mais ne nous semble plus du tout étrangère. C'est un mystère que nous avons apprivoisé, qui fait partie de nous et dont nous faisons partie. De même, quand Boku fait ses adieux à la famille Sorano, elle est devenue la sienne. C'est son père maintenant, transformé par la naissance d'un nouvel enfant, qui lui semble méconnaissable et mystérieux. C'est une nouvelle rencontre à faire,
une découverte à reprendre. Alors qu'un brouillard se dissipe, un autre se forme. On glisse lentement, mais inexorablement d'un monde à l'autre, à nouveau. On revient vers cette vie normale dont on ne sait rien. On quitte ces vacances qui sont tout ce qu'on a connu. Il semble que, quoi qu'on fasse, quoi qu'on vive, quel que soit le nombre des années qui s'écouleront après cet instant, jamais ne sera résolu l'impénétrable mystère qui est au fond de nous. Bref. Dans Bokunatsu et Mutatione, on quitte notre famille proche pour aller à la rencontre d'une famille lointaine. On voyage, on part à l'aventure, mais ce qu'on découvre faisait déjà partie de nous sans qu'on le sache. Dans Mutatione et Bokunatsu, on ne fait pas grand-chose, et pourtant on traverse des bouleversements. Une personne est en train de mourir. Une personne est en train de naître. Les autres, imperceptiblement, se transforment. Et tout ce qu'on peut faire pour accompagner ces mouvements, c'est simplement vivre. Dans Mutatione et Bokunatsu, les jours se succèdent. On écrit dans notre journal, on rêve, on répète les mêmes actions quotidiennement, on parle aux mêmes personnes encore et encore, mais au fil de ces répétitions, on voit le temps s'égrener, des changements s'installer, des détails s'ajouter au tableau tandis que d'autres disparaissent. Aucune journée ne se ressemble vraiment, et rien ne dure toujours. Dans Mutatione et Bokunatsu, les sujets graves se mélangent aux sujets légers. Avec la famille vient le deuil. Avec le quotidien vient le changement. Avec l'enfance vient le souvenir. Et l'on reconnaît de mieux en mieux, dans la succession des jours, ce qui passe, ce qui se répète et ce qui reste. Mutatione et Bokunatsu sont des jeux sur le temps. Ils sont des parenthèses dans la vie de leurs personnages, ce qui rend plus aigu le sentiment du présent. Ils sont des moments de rencontre, ce qui force les personnages à exposer leur passé et à le regarder en face. Ils sont des moments de bouleversement, ce qui réveille en nous, discrète mais lancinante, la préoccupation de l'avenir. J'ai encore une confidence à vous faire aujourd'hui. Cette magie que Mutatione arrive à mettre en œuvre a eu une importance décisive pour moi. Quand j'y ai joué pour la première fois, j'avais déjà cherché ma voie dans la poterie, dans les lettres, et je poursuivais mon enquête du côté du game design. Mais la composition de Mutatione, l'harmonie de ces voix parfaitement uniques, la tranquillité de ces bouleversements, a été une révélation. C'est en jouant à Mutatione que j'ai décidé de devenir narrative designer. Depuis, j'ai réalisé ce désir. Les jeux sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler n'ont rien à voir avec Mutatione, et j'ai l'impression d'être aujourd'hui aussi loin du temps où je découvrais ce jeu que le beaucoup adulte ne l'est de son été d'enfance, mais cet instant m'accompagne, et je sais vraiment pas quelle direction aurait pris ma vie si je l'avais pas vécu. Au moment où je commence à écrire cette vidéo, j'ai joué à Mutatione qu'une dizaine d'heures dans ma vie. À peine. J'ai donné 460 heures de ma vie à Civ 6 sans que ça me donne ne serait-ce qu'un peu de joie. Et ce jeu-là a changé ma vie en quelques instants à peine. Sans que le destin de l'humanité, la survie de la civilisation ou l'arsenal atomique de Gandhi ne soit en jeu. Juste avec une poignée de personnages, des vacances et du jardinage. Devant cette révélation, j'ai enfin pris la pleine mesure de l'importance qu'avaient pu avoir ces 31 jours de vacances pour le personnage de Boku.